Ah, il faut enregistrer. Je sais plus comment j'avais fait. Vous utilisez l'enregistrement? Non, pas Oui, du moi tout. j'ai utilisé. Ah, Pas utilisé cette semaine. bon, allez. Moi j'aime bien réécouter puis reprendre des notes. J'aime bien écrire. Je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Oui, oui, c'est bien. Moi aussi, j'aime bien prendre des notes, mais je les relis jamais. Non, moi non plus, mais je les écris. Exactement, mais le fait de les prendre, la chose importante est faite au moment où on prend des notes. À ce propos, je peux vous redonner un peu les mini-chapitres. Oui. Je vous en ai déjà un peu parlé à la fin de notre première entrevue, là. Oui. Donc, on est dans le livre 1, Samadhipada, et je parle que de ça. Les Oui. 4 premiers sutras donnent l'enseignement en entier. Tout est Oui, c'est ce que donné, tu as commencé à nous dire. Oui. oui. Et entre le 5e et le 11e sutra inclus, est explicité le terme chittavritti, qui est utilisé dans le 2e sutra. Parce que chittavritti, on n'est pas censé savoir ce que c'est exactement. Alors, l'enseignement nous l'explique clairement. D'accord. Entre les sutras 12 et 16, l'enseignement nous montre ce qui est entendu par Nirodha, toujours dans le 2e sutra. Donc les deux termes mystères du 2e sutra sont exprimés dans les sutras de 5 à 11 et de 12 à 16. D'accord. Ensuite, dans les sutras de 17 à 22, est explicité le terme samadhi. Puis, de 23 à 29, est explicité le terme Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire poser le fruit de ses actes au pied de Ishvara, au pied du Seigneur ou de la divinité. Et ça, c'est dans quel sutra? Ishvana Pranidhara. De 23 à 29. Mais je veux dire, le terme Ishvara Pranidhara est dans quel sutra à la base? En général, c'est le premier, donc là, c'est le 23e. 23. Ouais. Ah, d'accord, c'est le premier de la liste à chaque fois. C'est pas une règle, hein, mais oui, on annonce le sujet d'une rédaction dans l'introduction. Et ces petits chapitres, à chaque fois, sont des petites démonstrations. De 30 à 40, obstacles et prévention. Et prévention des obstacles. Et de 41 à 51, la samapathie, qui est le mode d'être qui correspond au samadhi. Donc, moi, j'appelle ça samapathie et samadhi. De 41 et 51, et voilà, ça nous fait un premier livre. Ou alors là, l'enseignement est super bien donné dans ce premier livre. Il est donné et déployé sous l'angle de samadhi, puisque c'est le titre du premier livre, Samadhipada. Et dans le deuxième livre, on recommence tout, mais sous l'angle de Sadhanapada. Sadhana étant la pratique, mais dans le sens d'une stratégie militaire ou d'une voie à suivre. À Bombay, les lignes de bus, c'est Mumbai Sadhana. D'accord. Ouais, c'est la voie. Non, mais pour vous dire que ce terme sadhana, si vous le traduisez par pratique, ça va être pauvre. C'est vraiment, il y a une voie, et c'est aussi, le mot sadhana est aussi utilisé pour les stratégies. Donc c'est à la fois une stratégie et une voie. Voilà, et après, dans le livre 2, il y a aussi des petits chapitres que je vous indiquerai.
Et ce livre 2, bizarrement, se termine... Alors, dans le dernier tiers du livre 2 est inclus ce fameux Ashtanga, les 8 membres, qui est un résumé de l'enseignement au centre de l'enseignement. Donc, tout est résumé. Et bizarrement, ce livre 2 s'arrête avant la fin de l'Ashtanga. Les 3 derniers angas de l'Ashtanga font partie du livre 3. Et nous, on arrêtera là, on arrêtera au sutra 3.8. On aura fait plus ou moins nos 12 séances. Je fais comme ça dorénavant parce que j'ai remarqué que la suite de l'enseignement, donc le 3e livre et le 4e, ont tendance à écraser ce qui a été vu avant. J'ai remarqué au fil des années, depuis que je donne cet enseignement, que à la fin de l'Ashtanga, en fait, c'est clair, les choses sont claires. Nous voyons bien de quoi il s'agit dans cet enseignement de yoga, et en général, c'est assez lumineux à ce moment-là. Et après, l'enseignement évoque des problématiques qui concernent beaucoup les gens qui veulent y arriver, et toutes les déceptions qu'il peut y avoir sur le chemin. Ça parle beaucoup de ça après. Qu'est-ce que c'est que ce chemin et les déceptions qui sont dessus. Et ça embrouille tout. Et on se quitte à la fin du 4e livre, plus personne ne comprend plus rien, alors que à la fin de l'Ashtanga, tout était lumineux. Et ça fait ça à chaque fois. Et donc j'ai décidé de ne proposer là, comme ça, que l'essentiel de l'enseignement, c'est-à-dire 2 lectures, c'est-à-dire 2 passages de lecture déjà. Il y a livre 1, livre 2. On passe sur l'enseignement 2 fois. Une fois sous l'angle de la théorie générale, on va dire, qui s'appelle Samadhi, et une deuxième fois sous l'angle de la pratique de la sadhana. Oui, et si ça c'est clair, alors là, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'autre dans l'enseignement, sinon des trucs logiques. Alors, la suite, on pourra la faire plus tard, après un moment de digestion de ces deux premières lectures, voire de s'occuper de toutes les problématiques liées à ce que nous faisons de l'enseignement, donc ce qui est traité dans les livres 3 et 4. Vous pouvez le traiter à partir de Tantra ou d'autres choses, c'est pareil. Ou revenir, vous voyez, mais bon, moi j'ai vraiment le désir que les choses soient simples et claires. Alors je m'en tiens à ce qui est vraiment essentiel. Et la démarche des personnes qui ont compilé les Yoga Sutras, elle est vraiment comme ça. C'est-à-dire que, un peu comme dans l'algèbre, on aime bien décomposer des nombres complexes en nombres premiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet exercice qu'on fait, on commence à faire ça à l'école primaire. Et il faut décomposer des nombres complexes en nombres premiers qu'on ne peut pas réduire davantage. 1, 3, 5, 7, tout ça. Et c'est vraiment cet état d'esprit de réduire une complexité à des éléments essentiels. C'est vraiment la tournure d'esprit de cet enseignement, et notamment de ce qu'on va voir aujourd'hui tout à l'heure, cette histoire de Tattva, qui appartient non pas directement au Yoga Sutra, mais qui les explications appartiennent au Samkhya Karika. Donc là où l'Ashtanga est le résumé, l'hyper anti-sèche au centre des Yoga Sutras, qui est déjà une anti-sèche, pour les Samkhya Karika, qui est donc l'autre darshana qui fait miroir, qui fait couple
avec le Yoga Sutra, ben, l'anti-sèche, au cœur de l'anti-sèche, c'est les 25 tattvas. On pourrait aborder, là on ne le fait pas puisque nous regardons les Yoga Sutras en détail, mais souvent, quand on évoque de façon superficielle l'enseignement des Yoga Sutras, on n'évoque que l'Ashtanga. Parce que à partir du centre, ma foi, on peut tout à fait déployer l'enseignement en entier. Pour les Samkhya, c'est pareil. À partir des 25 tattvas, on peut tout à fait déployer l'enseignement du Samkhya Karika et donc du yoga, de tout, quoi, en entier. Ce sont des perspectives védiques qui sont ainsi compilées dans des antisèches. N'oubliez jamais que les darshanas, c'est ça. Et c'est évident que Samkhya et Yoga soient les deux darshanas les plus connus des 6, parce que vraiment, là, c'est essentiel. De quoi est fait le monde pour les Samkhya, et comment être ignorant et ou connaissant pour le yoga. C'est simple. Donc, dans notre première rencontre, nous avons passé 2 heures à ouvrir, à déployer le premier sutra. Maintenant, l'enseignement du yoga. Donc, en présentant la genèse et les étapes de cette tradition indienne et universelle, et en évoquant aussi comment est-ce que nous pouvons nous y inscrire, là, maintenant. Comment s'inscrire dans cette démarche de connaissance universelle et intemporelle? Comment s'y inscrire maintenant? On n'a pas répondu à tout, loin de là. On a posé un cadre. Le deuxième sutra, Yogaschitta Vritti Nirodha, super connu, et mal connu, bien sûr. Bon, on dit que l'enseignement de yoga est donné dans les 4 premiers sutras, mais au sein de ces 4 premiers sutras, l'enseignement de yoga est donné dans ce deuxième sutra. Oui, là vraiment tout est dit. Donc la forme verbale yoga, ok, se joindre à une idéologie, non, une secte, non, un parti politique, non plus, on en a fait la blague la dernière fois. La question est de se joindre à dharma, c'est-à-dire le mot dharma, si vous regardez dans un dictionnaire ou sur Wikipédia, on parle beaucoup de règles, de lois et tout ça. Et je vous disais l'autre fois que moi, ça me plaît bien d'utiliser le mot cohérence pour traduire dharma. Oui, cohérence. Tout simplement, alors ça n'exclut pas règles, lois et tout ça, puisqu'il s'agit des règles et des lois cosmiques. Bon, ce n'est pas les règles et les lois, toutes les règles et les lois. Parce que certaines règles et certaines lois sont adharmiques, non dharmiques. Donc là, quand on dit dharma, on ne précise pas qu'il s'agit des règles et des lois cosmiques. Comme par exemple la gravité terrestre. Cosmique. Et la gravité terrestre ne change pas tous les jours selon l'intérêt d'une minorité gouvernante. Parce qu'il y aurait certains jours où on flotterait dans l'air, le lendemain on pèserait 200 tonnes, et on ne pourrait plus bouger. Puis le surlendemain, on flotterait dans l'eau. Enfin, vous savez, c'est complètement délirant. Hein? Ça serait trop bien. Ouais, à mon avis, c'est sympa si tu choisis. Mais si ça t'est imposé de l'extérieur, ça peut être chiant. C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais vous voyez, Oui. c'est tout le propos du Mahabharata, de, de nous faire voir. Donc c'est cette notion qu'on retrouve sous bien et mal dans le monde chrétien, si vous voulez. Mais ce qui est bien, on va dire, c'est ce qui est cosmique, même si ça fait mal, même si ça peut être douloureux, c'est cosmique, c'est bien. Et ce qui est mal, c'est ce qui serait considéré comme une élucubration, qui n'est pas une loi générale. Vous voyez, finalement, c'est marrant parce que c'est beaucoup plus une démarche scientifique que morale. En fait, on se retrouve tout de suite dans une situation à porter un regard critique sur les lois mondaines, tout de suite. Alors que dans la morale, il s'agit plutôt de faire société autour d'une morale commune. Hein, c'est ce que je vous indiquais comme étant de l'ordre du religieux. La morale, c'est ce qui permet le bien commun. Mais vraiment, pas faussement. Et hop, on est reparti pour un tour de ménage là aussi. Hein, sur la morale aussi, mais parce c'est équivalent finalement, mais il y a quelque chose d'extrêmement radical dans les mots utilisés par le sanskrit. C'est que dharma, ça vient de la racine dri, porter, placer, et ça indique ce dharma, ce qui porte de l'intérieur l'apparition. Je reviens avec mon rocher. Le rocher apparaît selon une structure sonore, et je vous le montrais la dernière fois aussi. Sonore, c'est-à-dire de mémoire. Il y a des sons de roches qui sont la mémoire des roches, et cette structure vibratoire va permettre la coagulation de la terre, de l'air, du feu, de l'eau et de l'espace, des 5 éléments, en forme de roche. C'est-à-dire, d'abord, il y a une structure, des mémoires vibratoires. Alors, la matière prend en forme d'eux. L'enseignement védique s'y prend comme ça pour nous aider à comprendre comment apparaissent les choses, comment apparaissent les corps. Et ce qui vaut pour le rocher vaut pour moi aussi. Ça aussi, on en a parlé la dernière fois déjà. Ce Joachim apparaît, même avant sa naissance. Il y a une apparition dans la matière selon une structure de mémoire de l'humanité. Vous voyez, d'une façon tout à fait analogue, la génétique montre ça dans l'ADN. Exactement ce que la génétique montre dans l'ADN comme état d'esprit. C'est-à-dire que l'ADN contient une somme d'informations, de mémoire immense, et qui permet à la matière de s'organiser. Exactement ce que dit dans ces mots de l'époque l'enseignement. Et ce n'est pas un déterminisme, parce que de même qu'il y a une génétique, il y a une épigénétique. C'est-à-dire que, ok, il y a des mémoires qui sont organisées dans l'ADN et ça fait apparaître une matière, mais ce que vit le personnage animé ensuite va continuer à alimenter cette structure d'ADN et la modifier. L'ADN est transformé par l'action, et c'est ce que la science actuelle appelle l'épigénétique. L'enseignement... Je pensais que l'épigénétique, c'était justement la transmission de
de choses passées de nos ancêtres à nous, et que c'était ça Non, qu'on appelait l'épigénétique. non, ça c'est la génétique. Et donc, L'épigénétique, c'est c'est que de la transformation par des actions. Ok. au présent, c'est modifié. Mhm. Et D'accord. c'est heureusement qu'on Oui. on tient compte de cette épigénétique, parce que sinon, il n'y aurait qu'un déterminisme. Et Ouais. rien à faire pour nous, ce serait horrible. Et donc l'épigénétique, moi, me, me réchauffe le cœur, parce que ma structure interne est modifiée par mes actes. Mais heureusement. Et là, on est dans. C'est quel sutra que tu es en train d'expliciter? Là, je suis en train de... Sur la pointe, tu sais, tu peux imaginer un personnage du dessin animé toun, 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 qui vient sur la pointe des pieds, toun, 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 comme ça, discrètement, sur le mot Cheta. C'est par rapport à Cheetah. Oui. D'accord. Tout, 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 tout. C'est comme ça. Mine de rien, je suis en train de vous introduire à cette notion complexe, intéressante de Cheta. Je ne faisais pas le lien entre ce que tu disais et ce qu'il y avait écrit. Parce que je vous parlais des 25 tattvas. Et du On dharma. n'est pas parti du deuxième sutra, enfin si, mais sans vous le dire, je suis passé du deuxième sutra, enfin si, en vous le disant, mais sans vous dire pourquoi, je suis passé du deuxième sutra au Samkhya-Karika. C'est ça que j'ai fait. Oui. Donc vous allez voir, la mayonnaise va prendre dans quelques minutes sur la raison de mon comportement et de pourquoi j'élargis le champ comme ça. On était bien tranquille avec nos 4 sutras, donc ça avait l'air cool. On a 4 trucs, mais n'oubliez pas que ce n'est que l'anti-sèche. C'est l'anti-sèche pour vous souvenir tout ce que je raconte. Et là, par exemple, j'ai mis le mot contrôle. Oui. Bon. Yoga et contrôle. Ouais, ça me dérange un peu parce que le contrôle, c'est Nirodha. Alors, souvent, on dit arrêt, on dit plein de trucs. De toute façon, Nirodha, ça veut pas dire contrôle, ni arrêt, ni rien du tout. Étymologiquement, après ça, je reviens à mes histoires de Cheta. Étymologiquement, parce que là, vous voyez, je fais comme je peux pour vous montrer l'articulation de ce deuxième sutra qui est, je vous dis, le deuxième sutra, c'est l'enseignement en entier, il y a tout dedans. J'étais parti sur yoga en vous disant, ben, c'est se joindre à Dharma, nanana. Là, j'étais sur Chitta, en vous montrant que Chitta, en fait, Chitta, c'est le bonhomme. On dit esprit souvent, c'est ok, esprit. Mais c'est un esprit qui, de toute façon, détermine et incorpore la matière, le corps, de la façon dont je vous le présentais. Ne vous inquiétez pas, on va refaire un tour de manège dans 10 minutes. Et je vais vous remontrer la même chose, peut-être avec un tout petit peu d'autres mots. Parce que c'est vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui est essentiel, c'est la façon dont l'enseignement védique et de yoga montre et voit cet être humain. C'est pas nos mots à nous et nos idées à nous qui sont christiano-platoniciennes et scientifiques et j'en passe. C'est très proche. Mais c'est védique et yogique. On met du temps à faire la synthèse, c'est-à-dire à faire les passerelles entre cet enseignement et sa langue et notre façon de voir les choses occidentales du XXIe siècle. Et encore, tous les Occidentaux ne pensent pas de la même façon, loin de là, et tous les Indiens non plus. Là, je vous reprécise que l'enseignement de yoga, de toute façon, est méga minoritaire en Inde, quasiment inconnu. Personne ne se livre à l'étude à laquelle nous nous livrons. Moi, moi, j'ai appris tout ça avec Aliette de Grasse et à la lumière de l'expérience des pratiques corporelles et surtout de l'assise et surtout de l'ermitage. Mon école, elle est là. C'est expérimenter ça tout seul dans la montagne, en groupe pour apprendre,
plus le côté gymnico-corporel respiratoire hyper intéressant, et la parole qui a été donnée par Aliette de Grasse sur la base de cet enseignement. Donc, je continue. On est en fait, je vous montre de façon un peu maladroite et pêle-mêle pour le moment, les 4 mots de ce deuxième sutra. On a yoga, on a chitta, donc le bonhomme, l'être humain, l'esprit. On a vritti. Bon, ça c'est hyper simple. Une vritti, c'est un cycle. Vous entendez vrille dans vritti? Oui, tourbillon, non? Vrille. Non, cycle. Alors tourbillon, surtout pas, parce que j'ai souvent vu le mot tourbillon, moi aussi. Tourbillon, c'est assez négatif. Et puis c'est un truc dans lequel on est entraîné sans rien comprendre. Donc quand un traducteur traduit tourbillon, en fait, il parle de lui. Et il comprend rien et il est entraîné dans un tourbillon. Mais c'est pas ce que dit l'enseignement. Vritti, le sanskrit vritti, c'est un cycle. Et je vais vous expliquer, probablement tout à l'heure ou la prochaine fois, exactement, c'est extrêmement précis, ce que l'enseignement et le sanskrit appellent vritti. Et bon, voilà, toutes ces précisions, ça fait beaucoup, je vois vos yeux écarquillés. Donc je récapitule. Yoga, chitta, vritti, nirodha. Yoga, se joindre à dharma. Chitta, c'est l'être humain. Vritti, c'est un cycle. Et nirodha, c'est tenir fermement quelque chose, étymologiquement. Admettons que j'attrape une poule et qu'elle gigote, il faut que je te tienne la poule, sinon elle s'échappe. C'est ça, nirodha. Et c'est pour ça que traduire par contrôle, c'est pas idiot, mais c'est pas très malin. Traduire par arrêt, c'est pas idiot, mais c'est pas très malin. Vous voyez, nirodha, en fait, ça veut dire tenir fermement dans sa main. Donc, à ce moment-là, là où on en est, yoga, c'est tenir fermement dans sa main des cycles qui concernent l'être humain. Je suppose qu'on est dans ce que vous connaissez de l'enseignement. Bah, c'est dit quand même de manière particulière. Oui, mais Mais moi, oui. si je vais dans mon cours de yoga et que je vois les pratiques corporello-respiratoires auxquelles je me livre d'habitude, donc yoga, c'est tenir fermement dans sa main quelque chose qui est cyclique et qui me concerne en tant que bonhomme. En pratique corporelle, gymnique, c'est... Vous voyez, ça... c'est ce qu'on fait. Alors, ça Yoga, c'est tenir fermement dans sa main des cycles qui composent, qui intéressent l'être humain. Oui, ce sont des cycles qui font l'être humain. Qui font. Par exemple, mais une vritti, alors en sanskrit, la vritti, c'est un cycle en général. Un exemple de vritti, une année. En une année, la planète Terre fait 365 tours sur elle-même et le tour du Soleil. Et bien, elle a fait un cycle. Une année, c'est une vritti. Mais une journée aussi, c'est une vritti. Une respiration, c'est une vritti. Un cycle respiratoire, c'est une vritti, enfin c'est un cycle. Tout ce qu'on appelle cycle, c'est des vrittis. Quand la matière de mon corps incorpore un aliment et le décompose en terre, air, feu, eau, espace, c'est-à-dire l'incorpore, le corps incorpore à lui-même, et puis ça permet d'agir. Vous voyez, il y a cette idée de vritti. Et d'ailleurs, tous les jours, on est obligé de recommencer. Le principe de vritti. Oui, c'est bien un cycle. Oui.
exactement comme le cycle respiratoire. Alors, moi, j'aime beaucoup comparer le cycle de la journée au cycle respiratoire parce que là, on voit clairement cette histoire de dualité qu'on a déjà un peu évoquée à propos Oui. des couples d'opposés la dernière fois. Expirer. Quand j'expire, l'air sort, on va dire. Il y a aussi quelque chose qui se condense, ça fait sortir l'air. Expirer, alors vous savez qu'on peut explorer l'expiration. On peut chercher à expirer profondément. Alors je suis là, j'expire, j'expire, j'expire. D'ailleurs, la fin de l'expiration, il n'y a pas vraiment de fin. On peut toujours essayer d'expirer encore, encore. On peut se mettre en boule. Le mieux, c'est de se mettre en boule. De rentrer les épaules, que la cage thoracique s'affaisse, que le cou fléchisse, le menton sur le sternum, etc. Le bassin se rétroverse, toute la colonne vertébrale se courbe, s'enroule. Espèce de truc. On pourrait, cherchant à expirer, essayer d'amener le front au plus proche du nombril. Expirant encore, vous voyez, bon. Mais il y a un moment où ce geste va se retourner et ça va être le début de l'inspiration. C'est assez mystérieux. Hein. Bon, l'inspiration, pareil, elle se déploie. Donc là, ça va être pour la colonne vertébrale dans le sens inverse. En cherchant à lever la poitrine, ouvrir les épaules, la ceinture scapulaire, là, lever la poitrine. Vous voyez, le haut du dos se courbe. Et le bas du dos aussi, ma foi, peut rentrer comme ça dans une courbe vertébrale entière qui voit une élévation très importante de la poitrine, la tête recule, etc. Et on peut chercher à inspirer, 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 inspirer. C'est pour ça qu'on a inventé les postures comme ça. Posture de la roue. Vous êtes au fond de l'inspiration, quoi. Comme dans un fœtus, vous êtes au fond de l'expiration. Bon, et puis il y a un moment où une expiration va se présenter, vous voyez. Donc le cycle respiratoire, c'est la combinaison de deux mouvements opposés. Et c'est ça qui est étonnant. Franchement, par quelle magie, deux mouvements opposés, donc c'est un truc qui s'écarte, a priori, c'est différent, mais en fait, ça fait un cycle. Avouez que c'est dingue. C'est pas normal. Il y a un mystère physico, mystico, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose d'étrange quand même. Pour les journées, c'est pareil. Il y a l'aube. Voilà, il y a quelque chose qui apparaît et qui doit se déployer et qui va se résorber. Le crépuscule, le crépuscule, le crépuscule. Et puis il y a un moment où ce crépuscule il y a un genre de trou noir, quoi, un blackout. Et c'est la nuit qui apparaît. Exactement comme le phénomène respiratoire. La nuit apparaît, elle se déploie. La nuit se résorbe. Et ça, c'est le début de l'aube. Il y a un moment où... Et ça recommence. Et vous voyez, comme pour la respiration, de deux mouvements qui ont l'air antagonistes, on arrive à faire un cercle. Enfin, le cosmos. C'est incroyable, avouez. Complètement surprenant. Et vous voyez, il y a une analogie évidente entre le jour et la nuit, qui font un cycle, qui se répètent toujours, mais jamais à l'identique. Toutes les journées sont des journées, elles sont toujours différentes. Et toutes les respirations sont des respirations, elles sont toujours différentes. Toujours. C'est-à-dire que, et c'est ça qui fait vritti, vrille, c'est que la particularité d'une vritti, c'est que ça recommence
toujours différent. Alors ça fait en fait une hélice. Et c'est pas quelque chose qui tourne en rond, une vritti. C'est que le temps avance et ça tourne. Alors ça décrit une hélice, une spirale. D'où le terme vrille, vritti. Voilà, vritti, c'est ça. Si vous voulez comprendre ce que c'est que vritti, reportez-vous aux journées ou et à la respiration. Là, vous avez les meilleurs exemples, que je connaisse en tout cas. Chitta, vritti. Alors, il y a des vrittis qui font ou qui amènent chitta. Oui, moi, individu, je suis entraîné par les vrittis de mes journées, par exemple. Mais je suis entraîné aussi par les vrittis de la respiration. Et il y a quelque chose à faire de l'ordre de tenir dans sa main à propos des vrittis de l'être humain. Ah oui, c'est enseignement de yoga, quoi. Mais tenir dans sa main dans le sens de poser ou de... Enfin, tenir dans sa main, c'est tenir une globalité. Enfin, Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose à faire. Okay, il y a quelque chose à faire avec la respiration. Okay. D'accord. Il y a quelque chose à faire avec les respirations. Il y a quelque chose à faire avec la succession des jours et des nuits. Il y a quelque chose à faire. C'est très poétique. Oui, vous voyez, et donc traduire Nirodha par arrêt, alors ça c'est complètement débile, parce que vous voyez bien qu'il ne s'agit surtout pas d'un arrêt. Il s'agit de s'intéresser à des vrittis. Il n'y a rien à arrêter, au contraire. Oui, parce que c'est des cycles, donc obligatoirement un cycle ça se répète, donc on ne va pas le contrôler, on ne va pas l'arrêter. L'arrêter, de toute façon, même si on voulait arrêter, c'est pas possible. Donc, de toute façon, le mot arrêt est faux. Ça, c'est sûr. Personne qui traduit par arrêt n'a pas compris de quoi on parle. Et aussi parce que généralement, les personnes qui traduisent par arrêt vont traduire chitta par fluctuation du mental. Oui, ben, le mental, c'est manas, c'est pas chitta en Oui, mais du coup, sanskrit. ça va avec, je trouve. Oui, c'est que quand on comprend rien, on comprend rien. Il n'y a pas un... c'est hallucinant. C'est Oui, pas mais c'est moi. difficile parce qu'on nous l'a expliqué comme ça. Enfin, moi, j'ai compris comme ça. Enfin, on m'a l'a expliqué comme ça. Je Moi, sais on pas, m'a mais j'ai expliqué compris comme ça et je suis resté comme un con. J'ai pas compris. Et ça, c'est une grande leçon pour moi. C'est que souvent, quand on comprend pas, c'est un signe d'intelligence. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. à ce qu'on croit. Oui, On croit le contraire. Hein. mais tout à fait. Souvent, quand on comprend pas, c'est qu'en fait, on voit qu'on voit pas. Oui. Donc, premier signe d'intelligence, je vois que je vois pas. Je vois qu'il y a quand même un truc à voir. Ça, c'est très important. Parce que si j'avale tout rond, si je crois ce qui m'est dit, sans l'avoir compris, bon, c'est grave. Mais c'est vachement important. Hein. Donc j'ai entendu les mêmes choses que vous, je pense. Sauf que ma spécialité, c'est d'interroger, de dire ah bon. En général, tu attends la suite. Tu sais pas trop. Et peut-être que vous ne me croyez pas. Vous dites ah bon, il raconte ça comme ça, lui. Attendez la suite. Et parce que la cohérence va se manifester. La question de la cohérence est sur un ensemble. Et donc là, je vous en fournis plein des infos avec des liens dans les infos, machin. Bon. Mais on continue. Donc on continue à faire des boucles, donc à faire des vrittis avec notre deuxième sutra. Dans
dans ce que je vous ai imprimé, donc vous avez ces 4 sutras qui sont sur une feuille, et dans une feuille pas loin, la feuille d'avant, la feuille précédente dans le PDF que je vais donner sur les Yoga Sutras, c'est les 25 tattvas, simples. Oui, Et, le Samkhya. oui, ça commence par ça, et après il y a les 4 premiers sutras et la suite. Parce qu'en fait, il faudrait, vous voyez dans mon truc là, il faudrait, ouais, non, ça merde un peu, faire un vis-à-vis, vous voyez. En fait, il faudrait mettre les trucs en vis-à-vis. C'est quoi la page de droite? Ben, la question de droite et gauche sur un PDL qui se déroule. Non, la page de droite sur ce que tu viens de montrer. Qu'est-ce qui est... Oui, Oui, je le retrouve pas. Ben, il y a une page où il y a les 25 tattvas et l'autre page où il y a le texte. Mais le texte des Yoga Sutras. Oui, donc avec en haut les 4 premiers sutras. Aujourd'hui, mon propos, c'est de mettre en vis-à-vis les 25 tattvas et les 4 premiers sutras. Donc le mieux, c'est que vous les ayez vraiment en vis-à-vis pour tisser des liens. Ouais. Bon, on a déjà bien avancé. Yoga est... Il y a quelque chose à faire avec les cycles qui constituent le chitta. Ouais, il y a un début de définition. C'est un bon début. On ne peut pas être faux là, parce que c'est très général. C'est encore un peu mystérieux, donc on va affiner progressivement. Et puis, de toute façon, on n'a pas fini d'affiner progressivement aujourd'hui, parce que je vous ai rappelé que les sutras de 5 à 11, c'est pour mieux expliquer encore que ce que je peux le faire aujourd'hui, le terme chitta-vritti. Et la suite de 12 à 16, c'est pour mieux expliquer encore qu'aujourd'hui, le mot nirodha. Donc aujourd'hui, sans la suite de l'enseignement, je vais essayer de faire de mon mieux en tissant des fils, donc de ces sutras vers les Védas, c'est-à-dire en fait sur le côté vers les Samkhya Karika, c'est fait pour. D'accord. Les Samkhya Karika sont le représentant védique de comment est le monde. Et le Yoga Sutra est le représentant védique de l'Atharva Veda, le 4e Veda, comment faire avec le rituel. Le rituel, c'est les 3 premiers Védas, hymne, mélodie, formule sacrificielle. Le 4e Veda, comment faire. Donc ce qu'on appelle yoga, c'est la suite, l'équivalent de l'Atharva Veda. Donc on est là dans les darshanas, mais on brasse les mêmes idées toujours. Enfin, tu vois, on est dans le réel. Je vous ai dit beaucoup de choses pour pas grand-chose. Franchement. C'est un peu cocasse même. Je vous ai dit tout ça pour pas grand-chose. Moi, j'ai pas très bien compris ce que c'était l'Atharva Veda parce que je me rappelais même pas qu'on l'avait. Là, comme ça, c'est abstrait, puisqu'on n'y est pas. On n'est pas dans les Védas. Mais je tenais à ce que vous voyiez quand même confusément, que les Védas traitent de rituels chamanico-védiques, chamanico-magiques, et que les 3 premiers livres des Védas concernent les hymnes, les mélodies et les formules sacrificielles du rituel. Et l'Atharva Veda, le 4e Veda, c'est comment se servir des 3 premiers. D'accord. C'est comment s'en servir. Oui, donc ce comment s'en servir correspond à ce que plus tard on appellera yoga. Parce que c'est un bon résumé, yoga.
C'est que, in fine, trêve de rituels. Et les gars, les rituels, ça sert à rien en fait. Ce qui est important, c'est d'être joint à Dharma. En définitive, tu vois, le Vedanta, c'est se rendre compte que annoncer des rituels est vain. La seule chose intelligente à faire, c'est d'être dans le flux cosmique. Alors la magie est opérante. On pensait l'obtenir grâce au rituel, grâce au chant, etc., alors que il y a, enfin, il n'y a pas besoin de ça, c'est ça? Non, il n'y a pas besoin. Enfin, il y a peut-être besoin, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que sans un cœur pur, tu vois, pour te la faire en mode guerre des étoiles, en mode maître Yoda de la guerre des étoiles, sans un cœur pur, c'est-à-dire sans être dans le vrai, tu vois, je te le fais guerre des étoiles, mais c'est Mahabharata aussi. Le truc avec Arjuna dans le Mahabharata, c'est exactement la même chose. Arjuna, au sommet de la colline, sur son char, la bataille va commencer dans une seconde. Il s'effondre à la vue dans les lignes ennemies d'anciens frères d'armes et de personnes de sa famille. Il s'effondre en disant « Ah non, mais moi je peux pas ». Et tu connais l'histoire, le cocher se retourne, c'est un avatar de Krishna. Et dans la fraction de seconde de la Bhagavad Gita, dans cette fraction de seconde de suspension, il va lui donner tout l'enseignement de yoga qui est décrit. Alors, ça dure super longtemps, enfin, tout le temps de la Bhagavad Gita, mais c'est une fraction de seconde. Et alors, il va combattre. À la fin, il va combattre. Donc, ça commence par « non, je veux pas », et ça se termine par un autre regard, qui est donné par l'enseignement. On suppose une vérité de cœur, alors combattre, agir, devient possible. Donc c'est exactement pareil pour le rituel védique. C'est pas qu'il faut faire des rituels, parce que, encore une fois, sans rituel, pas de société. Le rituel, on le fait beaucoup pour la société. Alors on le fait, le rituel, on peut le faire que pour soi-même, pour... vous savez, moi j'étais assez frappé. J'ai entendu une fois une femme, une féministe, c'était il y a longtemps, c'est pas une féministe maintenant, qui expliquait que mettre des dessous, tu vois, des culottes et des soutiens-gorge, là, je sais pas quoi, sexy, c'est hyper important pour aller à un rendez-vous. Ça, c'est typiquement de l'ordre du rituel, c'est-à-dire personne ne les voit, puisque c'est caché sous les vêtements. Mais la personne a besoin de ça, a besoin de ce rituel-là pour se sentir forte. Ça, c'est typique du rituel. Mais ce qui va faire que le rendez-vous, vous voyez, les rituels sont tous comme ça. Il y a mettre ou alors sous ses vêtements un pendentif avec la Vierge, tu vois, c'est exactement la même chose. Faire ce geste rituel, c'est une chose, et elle est efficiente. Mais ça ne va pas tout faire. Mais ça peut participer. Mais ce qui va faire que la chose réussisse, c'est qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que le rendez-vous soit vrai. Ni les dessous, ni le pendentif n'ont besoin d'être vrais. Bon, c'est une étape. Mais c'est surtout, si ça peut aider à ce que la vérité se manifeste, le rituel, tant mieux. Et pour les Védas, pour le chamanisme et la magie, c'est exactement la même chose. Enfin, de toute façon, mettre une petite culotte rouge ou bleue et le soutien-gorge assorti avec des nœuds et des dentelles ou je sais pas quoi, ça a un côté idiot, quoi. Mais en fait, non. Voilà, c'est comme ça. C'est les rituels, c'est comme ça. Et après, il y a les rituels plus... Donc ça, c'est intime. Hein. Je fais exprès de vous donner deux exemples. Il y a un exemple intime et des exemples qui sont
sociaux et collectifs. Le rituel du cheval qui est décrit, vous voyez, pour revenir au Veda, le rituel intime le plus connu, c'est dans l'intimité allumer un feu à l'aube et au crépuscule, Agnihotra, de façon à commencer sa journée avec les éléments, et passer sa journée avec les éléments et refaire un rituel du feu au crépuscule de façon à rester lié aux éléments. Ça, c'est de l'ordre de l'intimité, dans le Rig Veda. Dans le Rig Veda encore, à l'autre bout du spectre, il y a le rituel du cheval, où on sacrifie un cheval pour la prospérité du roi. On fait ça une seule fois par roi. Donc ça, c'est un rituel collectif. C'est pour que les gens du royaume se sentent unis et forts autour de leur roi. Mais qu'est-ce qui va faire que le rituel est vrai? C'est que le projet collectif soit vrai, dans le sens de dharma. Et c'est pour ça que souvent maintenant, on a beau avoir ce qui apparaît comme être des rituels, mais qui est vidé de son sens ou qui est vidé de sa vérité. Enfin, je sais pas, je pense par exemple à Noël ou à des fêtes qui finalement sont plus trop célébrées ou à des traditions qui finalement sont plus trop célébrées où on garde juste le folklore. Enfin, Voilà, on garde mais il juste... y a la magie, c'est-à-dire que moi, ce qui m'amuse beaucoup, et l'exemple que tu viens de donner, je le trouve excellent, c'est que ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ce qui peut-être disparaît de Noël, c'est, qui est complètement à voir avec Agnihotra, c'est que c'est célébrer le solstice d'hiver, la nouvelle lumière à la base. Ouais. Mais c'est devenu aujourd'hui, sous l'influence des publicitaires américains et de la marque Coca-Cola dans les années 1920, c'est devenu un bonhomme obèse habillé en rouge qui vend du Coca-Cola. Donc d'une certaine façon, le rituel qui consiste à célébrer un gros bonhomme rouge qui vend du Coca-Cola fonctionne parfaitement. Mm. Tu vois, en Ça fait, fonctionne. on a laissé tomber la question du solstice d'hiver, Ça mais, dépend comment ça fonctionner. mais par contre, nous célébrons Coca-Cola. Ouais. Et ça marche. Et c'est puissant. Ça marche. Il ne faut pas se moquer des rituels, mais les rituels sont très puissants. Mm. Noël, le Noël de Coca-Cola, je veux dire, ça marche. Notre président de la République est un employé de bureau qui travaille à la solde de Wall Street. Et chaque Noël, nous célébrons le gros bonhomme rouge et notre président de la République qui est un employé de bureau qui bosse pour Wall Street. C'est ouf. Tu vois, il faut faire attention les rituels. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de ce que je suis en train de montrer. C'est un truc de dingue. Mais pour moi, il y a une différence entre enfin, quand tu dis ça marche, Oui, ça pour moi, marche. ça marche en apparence, mais en fait, on voit bien que en creusant derrière, c'est creux, enfin, qu'il n'y a rien derrière. Oui, il y a quelque Et chose que, il n'y a pas rien. Il n'y a pas Il y a rien. quelque Il y a chose quelque chose de faux. adharmique. Il y a oui, quelque chose de faux. mais Il y a quelque chose de faux, mais ça marche. Mais ça marche. Oui, et c'est pour ça que ce rapport au rituel et à la vérité est une question complexe. Mais parce qu'on ne va pas chercher l'origine, la source et le pourquoi. Enfin, je veux dire, on a transformé quelque chose. Il y a une transformation. Ouais. Au départ, on fêtait un solstice, donc c'était un nouveau cycle, donc c'était un renouveau, donc c'était la magie. Enfin, quand tu dis magie de Noël, c'est ce renouveau qui est magique. Et on en a fait quelque chose de commercial qui a aucun rapport avec Oui, ça avec la magie du solstice. chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je m'occupe du mieux que je peux du solstice, enfin des solstices, des équinoxes. Je m'en occupe. Je célèbre parfois tout seul dans mon coin, et en général avec deux, trois amis comme ça.
Voilà, vous voyez, je ne voudrais pas abonder dans le sens c'est dévoyé ou... Ça a toujours Oui, été dévoyé. oui, 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 bien sûr. C'est pas nouveau, c'est pas maintenant que c'est dévoyé. C'est qu'il y a toujours confusion entre ce qui est cosmique et ce qui est mondain. Moi, je Et suis d'accord. Finis-moi. non, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec ça. Et parce qu'en fait, en réalité, Noël, pourquoi c'est le 25? Enfin, ça pourrait être le 28, ça pourrait être le 30, ça pourrait être n'importe quel autre jour de l'année. On pourrait, ou en tout cas, il y a même pas de véracité sur la raison pourquoi on le célèbre à cette date-là, etc. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est pas tant la date, c'est pas tant l'objet, c'est plus le rituel qui ancre quelque chose et qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Par contre, là où j'ai l'impression que quand même peut-être, bah, du coup, le discernement peut, sans dire ah c'est dévoyé, c'était mieux avant ou ah il y a un truc originel qu'on a perdu, euh, simplement cette volonté d'essayer de creuser du coup de pourquoi on fait ça et de à quel point c'est intéressant de faire ce rituel-là à ce moment-là juste parce que c'est un rituel, ou bien est-ce que un rituel avec plus d'ancrage, de profondeur, plus de recherche, plus de cohérence euh, serait beaucoup plus intéressant? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui ce qui se passe. Il se passe tout ça. Il se passe tout ça. Voir, connaître, ou ne pas voir, ignorer. Il y a, il y a un couple d'opposés, là, connaissance-ignorance. C'est ça qui nous intéresse. Mais on est dans le monde. Les couples d'opposés font des vritti, n'oubliez pas. Donc le couple d'opposés ignorance-connaissance fait monde. Notamment pour les personnes qui s'intéressent à l'enseignement de yoga. Plus vous vous intéressez à l'enseignement de yoga, plus vous vous intéressez à ce couple d'opposés connaissance-ignorance, et plus il fait monde. Mm. Et ce qui est à découvrir, c'est le monde. Donc le monde est cycle, cycle des journées, cycle respiratoire, cycle des années, de façon essentielle et cosmique, et la fourmilière humaine fait tout un tas de trucs par-dessus. Et c'est tout ça qui est à découvrir pour nous. Tout. On ne peut pas être plus, plus large et plus profond, quoi. Mm. Mm. Donc, moi, je trouve ça... vous voyez, je rigolais avec mon histoire de Père Noël, parce que ce n'est pas un désastre. C'est depuis toujours. Il y a un écart entre le monde humain et le monde cosmique, toujours. Et c'est inclus, c'est bien que nous en parlions, puisque c'est inclus dans l'enseignement qui cherche à mettre en relief l'ignorance et la connaissance. Donc on vient de très bien faire les sutras 3 et 4. Là, on vient de faire les sutras 3 et 4 extrêmement bien par l'exemple. Mais pour le moment, on est encore dans le deuxième sutra. Le sutra 3 et 4. Donc le 2, yoga et nirodha de chittavritti. Le troisième, en ce cas s'établit le voyant qui est en notre cœur, dans sa véritable nature. Autrement, c'est l'identification au vritti, à ce qui se passe. Ça, je suis collé à ce qui se passe, sans vue large. Je suis collé à une polarité. Donc si ma polarité à ce moment-là, c'est de dire le Père Noël, Coca-Cola, c'est mal, ça fait un rétrécissement cosmique, vous voyez, au niveau de l'espace, au niveau cosmique.
ben, il y a un rétrécissement et tout à coup, mon attention est attirée par le gros bonhomme rouge, la marque de limonade et le jugement, entre guillemets, que je porte dessus. Et tout le reste du monde a disparu. Ça, c'est typique de l'ignorance. Le nez dans le guidon, le nez sur le truc. C'est une vision réductrice, c'est ça? On n'a pas le recul nécessaire. Alors nous, on dit recul. Vous voyez, moi, j'ai fait gaffe de ne pas dire recul. J'ai fait D'accord. très attention à ce que je dis depuis tout à l'heure, parce que ce n'est pas une Ouais. question d'avancer et de reculer. Ça n'a pas de rapport. Je parlais, au contraire, d'espace ouvert ou d'espace refermé. Ok. Et vous voyez comme la langue, nous, on est programmé pour dire recul. On Mais est prisonnier. moi, je ne veux pas dire, parce que je ne sais pas ce qui se passe. C'est plus une question de focale, de point de vue. De point de vue d'Arshana. Oui, et donc de déplacement possible dans un espace et de considération refermée sur des objets ou ouvert sur les liens que les objets ont entre eux. En vérité, c'est plutôt ça qui se passe. La science de voir ce qui se passe, c'est l'assise en silence. Quand vous êtes assis et que vous ne faites rien, apparaît votre propre façon de fonctionner avec le monde. Puisque vous ne faites rien de plus, tout à coup devient visible votre propre fonctionnement avec celui du monde. Donc, on peut aller se retirer dans les Himalayas. Oui, apprendre à s'asseoir en groupe, il y a toute une pédagogie qui va avec l'enseignement de yoga. Il y a plusieurs formes. Nous, on est très branchés sur la forme, une certaine forme bouddhique. Bon, parce que ça doit nous correspondre, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Bon, en tout cas, j'ai presque fini, hein, quelle heure il est. Oui. C'est normal que ce soit un peu le bordel encore aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que Niroda va très bien être montré, enfin, Chittavritti va très bien être montré la prochaine fois, et Niroda aussi. On verra si on fait les deux ou seulement Chittavritti la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on dégrossit. Alors, pour dégrossir bien, désolé, je vais vous filer encore de l'info en explicitant mieux les 25 tattvas, parce qu'il y a une relation entre ce qu'on appelle Chitta, et Vritti aussi d'ailleurs. Je vous ai tout dit en français déjà. En français, je vous ai tout balancé. Mais on va essayer de voir comment ça marche avec le sanskrit et les 25 tattvas. Alors, pour ce qui est de la définition, vous voyez, pour être de bons petits élèves, la définition dans les Samkhya Karika du mot Chitta, elle est simple. Chitta, c'est l'addition de la buddhi, c'est-à-dire l'intelligence, de ahamkara, c'est-à-dire l'ego, le faire moi, littéralement, et de manas, le mental. Les trois ensemble, c'est Chitta. Voilà. Définition stricto sensu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, il faut que je vous raconte comment dans le... Ça vient du Rig Veda. Hein, comment les choses apparaissent. Comment chaque apparition apparaît, selon l'enseignement védique. C'est très simple. Vous avez vu que sur la feuille des 25 tattvas, il y a un trait horizontal. Ouais. Ce qui est au-dessus du trait, c'est au-delà. Est-ce que tu parles de ce document ou de ce document? C'est le plus simple.
Le plus simple. Oui, Mais alors, du coup, les deux racontent la même chose, mais celui-là, le, le trait, c'est celui-ci? oui, celui-là est Ah, plus d'accord. facile à lire. Ok. Et Pilar, tu l'as pas le... Oui, je l'ai. Oui, je l'ai à côté. Oui, oui, je l'ai. Oui, Oui. mais Je tu suis n'as un que peu le mieux. bon, toi, tu n'as pas l'autre, si je ne m'abuse. Tu as le bon document. Tu n'as pas le choix avec... T'as pas le compliqué. voilà. T'as la version simple. D'accord. Donc il y a un trait horizontal. Au-dessus du trait, c'est au-delà. Et de toute façon, au-dessus du trait, il n'y a que 2 tattvas. Les tattvas sont en gras. Oui. Hein, vous voyez 2 plus 3 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 égale 25. Oui. Donc on va explorer ce que c'est que cette description de l'être humain en 25 points. Comme en arithmétique, on aime bien réduire les choses à des éléments essentiels. Au-delà, donc dans la part invisible du monde, dans ce qui n'est pas visible, nous avons, mais vous connaissez ça déjà, je pense, nous avons un couple. Alors voilà, de nouveau un couple. D'opposés, bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est un couple. Personne ne dit que c'est opposé. Mais on a un couple. On a Purusha, qui est dit comme l'être. Là, il y a marqué le connaissant chez moi. J'ai fait plein de versions, de toute façon. Purusha, oui, c'est le connaissant. Dans le sens où c'est l'être, il est, mais il n'agit pas. Il voit, oui, mais il n'agit pas. Il se contente d'être. Purusha est. Et il voit. La Prakriti, elle, je dis elle parce que c'est la déesse, donc c'est Purusha, c'est-à-dire entre guillemets, c'est ce qui deviendra Shiva et la déesse dans le shivaïsme, c'est exactement pareil. Mais là, on est dans le védique. Donc, Purusha, c'est l'être, il voit et il n'agit pas. Et là, Prakriti est pure puissance, pure action. Prakriti, le cri de kriti, c'est le verbe faire, karman, et pra, c'est le préfixe qui veut dire prêt, comme en français. Donc en fait, la traduction de prakriti, c'est le pré-agir. C'est-à-dire, en vérité, hein, je vous dis étymologiquement. Étymologiquement, prakriti, ça veut dire pré-action, pré-apparition. En fait, c'est la puissance. Si on a un qui est, qui voit, mais qui ne fait rien, l'autre, elle est pure puissance. Dans le sens où, grâce à elle, ça apparaît. Le monde apparaît grâce à la déesse. La déesse fait apparaître le monde. Mais la présence de Purusha fait que ces êtres qui apparaissent sont comme habités de l'intérieur par quelque chose qui est, qui voit, qui n'agit pas. L'être humain est... Enfin, pas que l'être humain, tout est décrit comme ça, mais c'est particulièrement valable pour l'être humain. Donc si vous voulez, l'être humain, lorsqu'il apparaît, il est le fruit de la puissance de la déesse et de l'être étant sous-entendu qui n'agit pas, parce qu'il y a un étant qui agit sous l'influence de la déesse, et il y a un étant qui n'agit pas, qui est en notre cœur. Au centre, il y a Purusha. Et autour de Purusha, il y a justement... autour de Purusha, déjà, il y a des mémoires de l'humanité. En fait, je vous donne plus que 25 tattvas. Donc, comment le Rig Veda explique ça? De l'alchimie entre Purusha et la Prakriti apparaît quelque chose qui s'appelle Chit. Et c'est pour ça que c'est rigolo que donc Chitta, c'est ce Chit qui devient un individu, comme nous on dirait en français. Mais d'abord, Chit, c'est une étincelle. C'est un début de lumière, Chit, en sanskrit. C'est l'étincelle qui fait lumière. Donc vous allez vous retrouver, vous pouvez rajouter le Chit au-dessus de la bouddhi. Chit, c'est juste l'étincelle de lumière.
Et à partir de cette étincelle de lumière va apparaître Atman, qui ne fait pas partie non plus des 25 tattvas, mais il est là. Atman, c'est une élaboration de Chit. Voilà, ça émane, mais ce n'est pas encore une intelligence. C'est Purusha qui émane, Atman. Et cet Atman, continuant son apparition, devient Buddhi. C'est-à-dire, Bouddh c'est l'intelligence, et non, Bouddh c'est le fait de se réveiller, et Di c'est la marque de l'intelligence. Je ne vous fais pas tout le détail des racines sanskrites, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça qu'on dit l'éveillé pour le Bouddha, si vous voulez. Je vous précisais juste que Bouddha, c'est le fait de se réveiller. Donc, mais c'est quand même une indication pour comment est vue l'intelligence. Il y a Purusha qui est au-delà. Atman, ça serait l'être sans intelligence, l'être. C'est ce qui manifeste l'être et qui est interne à l'intelligence. Oui. C'est dans l'intelligence. Si vous voulez, là, je vous montre des poupées russes. C'est ce qu'on appelle des koshas, en sanskrit, des couches koshas. Là, on a typiquement un système de kosha, de couches. Donc, au centre, il y a Chit. Puis ça devient Atman. Puis ça devient la Buddhi. Donc une intelligence qui voit comme quelque chose qui s'éveille. La Buddhi. Et la chose continuant son apparition, c'est là où les mémoires du monde entrent en jeu. Là, vous avez un être humain qui est en train d'apparaître au ralenti. Les mémoires du monde viennent s'agglomérer là-dessus, les mémoires du monde entier. Et ça fait ahamkara. Ça fait un être qui est déjà égotique, donc qui est déjà quasiment un être humain. Et encore, comme émanation, il y a ce mental, dont on dit, dans les Samkhya-Karika, qu'il est un organe, une indriya. Il est un organe, ce mental. Je laisse de côté l'organe, on y revient dans 5 minutes. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous oubliez mon explication avec Purusha, Prakriti, Chit, Atman, c'est des koshas. Mais le Samkhya n'a retenu que Buddhi, Ahamkara, Manas, les 3 additionnés, associés, ça fait Chitta. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il y a une intelligence qui est au centre, là, dans ce qui est décrit. Bon, sous-entendu qu'à l'intérieur de l'intelligence, il y a Purusha. Mais on le sait. Bon. Là, pour le moment, on en est à essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce Chitta exactement. L'intelligence ne dépend pas de moi. L'intelligence, elle est absolue. Et vous voyez, elle est tellement intérieure à moi que moi n'a pas d'influence sur l'intelligence. L'intelligence est totale et elle est à l'intérieur. Par contre, autour de l'intelligence, il y a, comme les étoiles dans le ciel, ou comme ce que l'imagerie médicale montre des synapses et des neurones, la même chose que les étoiles dans le ciel, si vous voulez, une trame de mémoire liée entre elles, une trame infinie, une constellation, si vous voulez, de mémoire, qui, comme ça, envahissent l'espace entier et qui font que moi, donc qui là est nommé Ahamkara, ce qui me fait agir, moi, est une conjonction particulière des mémoires du monde. Pour vous expliquer les choses de façon beaucoup plus simple et triviale, nous sommes tous les 3 constitués des mêmes mémoires du monde, toutes. Mais ce qui fait que Joachim apparaît à un certain lieu de la trame, c'est que les mémoires sont tissées différemment. Alors, mon Ahamkara, moi, apparaît dans une certaine conjonction.
Alors j'ai mon corps et mon lieu. Mais vous deux aussi. Chacun de nous trois a son lieu d'apparition et son corps, selon les mémoires, vous voyez, selon la conjonction. Mais le scoop, là, ce qui est vraiment étonnant dans cette description de l'être humain, c'est que nous sommes bien tous les trois constitués de la totalité des mémoires du monde. En fait, par le dedans de moi, il y a accès à toutes les mémoires du monde. Sauf que dans la périphérie de là où je suis, dans la périphérie du lieu de conjonction où je suis, il y a des mémoires du monde qui sont plus importantes pour moi. Et pour toi, dans ta périphérie, c'est d'autres mémoires du monde qui sont plus importantes pour toi. Mais nous en avons beaucoup en commun. Nous sommes français, etc., etc. Vous voyez, c'est une façon super folle d'envisager l'être humain. Enfin, c'est hyper logique, hyper évident, mais c'est quand même... c'est particulier. Oui, c'est particulier. Donc, ce qu'on appelle le moi, l'ego, ahamkara, c'est une structure dans les mémoires du monde, un tissage, une conjonction qui fait que moi apparaît à cet endroit-là avec la bouddhi dedans. Et autour, un organe mental, une indriya. Alors des indriyas, on n'en a pas qu'une, hein. On en a 11. Donc on en a 10 de plus que le mental. On a 5 organes d'action et 5 organes de sens. Les organes d'action, c'est pour agir, et ça fait le corps. Hein, vous regardez les organes d'action, les karmendriya, ça concerne la parole, le fait d'attraper, la locomotion, l'excrétion et la reproduction. Et tout ça, ça nous fait agir dans le monde. Et ça nous donne un corps. Mais le corps n'est pas que 5 organes d'action, le corps est aussi 5 organes de connaissance. Donc liés à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, au toucher, aux 5 sens que nous connaissons. Donc le corps matériel est fait des 10 organes, 5 d'action, 5 de connaissance. Pourquoi, du coup, c'est une question peut-être un peu bizarre, mais pourquoi on dit que, logique, enfin, du coup, pourquoi ce serait Manas qui aurait la priorité sur... Pourquoi on ne parlerait pas des Indriyas de manière générale, puisque Manas apparaît à un certain moment, enfin, le mental, le 11e Indriya apparaît à un certain moment par rapport aux autres Indriyas. C'est-à-dire que la particularité de Manas comme Indriya, c'est qu'elle est subtile. Alors que les autres sont physiques, Oui. tangibles. Oui. La particularité de Manas, c'est d'être subtil. C'est pas d'être avant ou après. C'est peut-être la première, c'est peut-être la 11e. On s'en fiche. C'est pas la question. Ce qui est très important, c'est de bien se souvenir que c'est un organe, mais il est subtil. Il n'est pas représenté dans la matière. Et vous allez voir la suite, peut-être pas aujourd'hui, mais la suite n'est pas piquée des vers. Alors le manas n'est pas ce que souvent on appelle mental en français. Là, quand on dit ton mental te joue des tours, ou Caroline est trop dans le mental, on dit toujours, c'est vraiment histoire d'être méchant avec Caroline. Je suis méchant avec Caroline, et donc je dis oui, mais Caroline est trop dans le mental. C'est ça qu'on dit. Hein. Donc c'est mal. Caroline est dans le mental, et ça c'est mal. Vilaine Caroline.
Et c'est pour être dépréciatif, tu vois, c'est vraiment une méchanceté, en français. Hein. Et on dit ça, ou on dit, pas souvent de soi, mais parfois des autres, on dit tu es trop dans le mental, tu vois, tu es dans le mental, j'en sais mal. Mais vous voyez bien que il y a un organe qui est, en fait, cet organe subtil, il va se glisser dans les 10 autres. C'est-à-dire lorsque je veux voir, Mana se glisse dans l'œil et va comme attraper les objets du monde. Et quand je veux attraper un objet avec ma main, l'organe mental se glisse dans l'organe de préhension. Ça pourrait être les pieds, mais les pieds, c'est plutôt la locomotion. Mais faisons simple, l'organe mental se glisse dans la main et je vais attraper. Vous voyez, c'est en ça que le mental est subtil. Et vous voyez bien que ça ne correspond pas à Caroline est trop dans le mental. Vous voyez bien, on ne parle pas de la même chose. En fait, ce que dit le français, c'est que Caroline est trop prise par son surmoi. Donc on confond en français ce que la psychologie freudienne appelle le surmoi, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui me fait agir à l'insu de mon plein gré. C'est comme un vilain moi. C'est un truc moi que je comprends pas. Hein. Là, c'est le moment de ne pas comprendre, parce que il y aurait en moi une entité différente de moi qui s'appellerait le mental et qui penserait mal des choses à l'insu de mon plein gré. C'est ça que dit le français. Ouais. C'est pas faux, hein, ça existe. Par exemple, quand je suis possédé par une idéologie, effectivement, c'est comme s'il y avait une entité, c'est comme si j'étais possédé, tu vois, par un alien qui me fait penser, qui me fait agir. Je suis possédé. Ça peut arriver. Mais vous voyez, le français parle de ça. Et le sanskrit, pas. Et d'où beaucoup de confusion. Le sanskrit, vous voyez ne remplit pas le mot avec les mêmes choses. Le français sous-entend que Caroline, elle est pas assez intuitive. Et c'est mal. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que Caroline utilise son intellect à bon ou à mauvais escient ? On ne précise pas, on suppose d'entrée de jeu que c'est mal. La vilaine Caroline, elle pense, et ça, c'est pas bien. C'est dingue. Complètement zinzin, tu vois. Il faut réaliser que on dit parfois des trucs dingues. Il ne faut pas accepter de délirer, si tu veux. C'est grave, hein, parce que il y a quelque chose de... Rendez-vous compte qu'il y a quelque chose de dingue dans l'usage des mots, dans les sous-entendus. C'est dingue. Et c'est méchant en plus. Pauvre Caroline. Ça se trouve, elle est juste intelligente. Tu vois ? Ça se trouve, elle est intelligente, elle se pose des questions, et on lui dit non, mais c'est mal, t'es trop dans le mental. Sois conne et tais-toi. Oui, c'est ça, mais en fait, ce genre de commentaires, c'est plutôt des arguments d'autorité contre lesquels on ne peut rien répondre, parce que on part du principe que il n'y a rien à répondre à ça. C'est juste, c'est juste un argument d'autorité. C'est mal d'être dans le mental, point. Mais ça fait partie de... Oui, c'est vrai, c'est partie du langage courant. Oui. Et l'enseignement de yoga, en tout cas les Samkhya-Karaka, ne parle pas du tout de la même chose. Non pas que ça n'existe pas. Ça existe, être possédé par des choses et tout ça. Mais l'enseignement n'en parle pas là. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous le refais, hein, très simple.
Donc on en est déjà à 15 tattvas, il en reste plus que 10 et on a terminé. Hein. C'est très simple en fait. Il y a en mon cœur Purusha et l'action de la déesse qui me fait apparaître. La déesse est quand même, c'est la puissance, alors elle est omniprésente. Elle n'a pas le même C'est la lieu. Shakti ou pas? Oui, c'est ça qu'on appelle Shakti. Ish, qui forme Shakti, c'est le pouvoir, la puissance. Donc la Shakti, elle est pure puissance. Mais là, elle s'appelle Prakriti dans les Védas. Ce qui fait acte. Ça veut dire la même chose. Hein. Faire acte ou être pure puissance, c'est pareil. Donc, en tout cas, de l'association entre Purusha et la déesse, Chit apparaît, de Chit Atman, de Atman la Bouddhi, et la Bouddhi au monde, dans la structure hélicoïdale, on sait que ça parle de l'ADN, tout ça, pas ce qui est avant, mais la constitution des mémoires du monde. Les mémoires du monde à cet ahamkara, cet ego, apparaît alors que se localise Joachim parmi les mémoires du monde dans une conjonction singulière. Enfin, une conjonction, c'est toujours singulier. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Et ce Joachim existe à partir de là. C'est-à-dire que les membres de Joachim, les 11 Indriya, apparaissent en fonction de cette conjonction. En fonction du tissage des mémoires, pour moi, apparaissent mes 11 Indriya. En fait, mes 10 Indriya. Parce que l'Indriya Manas, vous verrez ensuite que c'est pareil pour tout le monde. Manas, c'est quelque chose de divin, en vérité. De divin? Ah oui, c'est un paradoxe. Je ne vous embête pas avec ça aujourd'hui. Mais en tout cas, cet 11e Indriya, moi, se glisse dans l'Indriya, qui se glisse dans l'œil, alors je peux attraper. Pour ce qui est d'attraper. Mais pratiquant la méditation et le yoga, j'arrête de vouloir attraper. Donc ce geste de saisir, je ne le pratique pas. Alors l'organe mental, au repos, est ouvert. Et les informations viennent. C'est pas moi qui vais chercher, c'est que les sens et les membres font que ça agit sans que j'agisse. Et le mental est d'accord pour faire tout ce qu'on veut. Si moi veux attraper, le mental obéit. Il attrape. Si moi ne désire pas spécialement attraper, si moi désire être inactif et à l'écoute, l'organe mental fait ça aussi. L'organe mental fait tout ce qu'on veut. Et encore plus fort, l'organe mental fait tout ce que le monde veut. Si le monde manifeste un magnifique paysage de montagne ou de mer, l'organe mental est d'accord pour épouser ce magnifique paysage et pour qu'il puisse se refléter en nous. Là, donc c'est un drôle de truc, hein, l'organe mental, parce que c'est à la fois moi, au service de moi, c'est à mon service, mais c'est aussi au service du monde. Et va savoir lequel, entre moi et le monde, a le plus de maîtrise sur le mental. On ne sait pas. Bonne question. On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne m'inquiète pas de savoir. Alors, pour ce qui est des 10 tattvas qui restent, les 5 Mahabhutas, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Oui. Et les 5 Tanmatras, moi je me suis demandé pendant longtemps
pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à nous placer 5 tanmatras alors que ça raconte la même chose que les 5 sens? Et j'ai mis, oui, je me suis souvent demandé, mais pourquoi ils ont qu'à les enlever, ça en fera que 20, et tant mieux, ça en fera moins. Mais vous voyez, ils ont quand même mis, quand même curieux. Et en fait, j'ai mis un moment à comprendre que c'est très important qu'il y ait donc des tanmatras qui sont des potentialités d'essence cosmiques, des potentialités cosmiques d'essence plutôt, et comment Ahamkara permet que se manifestent en moi ces 5 tanmatras en 5 jnana indriya. C'est qu'en fait, Ahamkara, l'ego, moi, selon les mémoires qui constituent Ahamkara, fait un corps particulier, mon corps à moi, avec les 5 Mahabhutas, certes, mais en plus, ce même Ahamkara fait ma vision avec les 5 sens à moi. C'est-à-dire que Ahamkara utilise les 5 éléments pour faire corps et Ahamkara utilise les tanmatras pour faire mes sens à moi. Mon corps à moi, mes sens à moi. Vous voyez, les tanmatras et les Mahabhutas appartiennent au cosmique. Mais Ahamkara fait les 10 indriyas. Ahamkara est producteur des indriyas, c'est mon corps et mes sens à moi. Très important. Et Manas n'est pas produit par moi. Manas est cosmique en fait. On verra plus tard, ça c'est un grand thème du shivaïsme du Cachemire. Manas en particulier? Oui, c'est-à-dire que Manas, c'est, quand tu regardes bien le phénomène de Manas, notamment dans cette assise où ça se voit mieux que ailleurs, quoi, que tout le temps, c'est que ce Manas, c'est l'espace qui épouse les formes. Si Manas a tant de facilité pour faire miroiter en moi le magnifique paysage, c'est parce que Manas est l'espace. Mais, et c'est là où le shivaïsme montre par l'expérience, hein, ça fait appel juste à notre expérience, nous dit, mais regardez, quand le danseur, donc le chitta du shivaïsme, c'est il danse. Normal, on est dans le yoga, tu vois, le chitta devient un danseur, c'est la même chose. Le chitta, c'est le bonhomme. Donc quand on dit chitta dans le monde védique, dans les tantras shivaïtes, on dit plutôt le danseur. Le danseur danse, il agit. Il danse. Eh bien, le danseur danse sur une scène. Et Manas, c'est la scène. Eux, ils montent ça comme ça dans le shivaïsme. Moi, j'adore. C'est tout à fait ça. Donc, nous agissons sur une scène. C'est-à-dire que quand nous observons, quand je suis assis et que je regarde, je vois ce qu'il y a sur la scène. Si sur la scène, il y a des éléphants roses de la planète Mars, c'est OK, hein. Et la scène n'est pas limitée. Mais elle existe pourtant, il y a une scène. Et quand nous interagissons, nous dansons, là actuellement, nous dansons tous les 3. Alors nous sommes plus que 3, puisque j'évoque l'enseignement de yoga en plus. Mais nous dansons tous les 3 sur une scène commune. Ce n'est plus ma scène, ni la tienne, ni la tienne. Il y a une scène commune sur laquelle nous dansons. Eh bien, ça devient notre espace mental. C'est un espace mental. C'est très beau. Oui.
ça, c'est vraiment ce que montrent les Samkhya. C'est très beau, et ce qui fait beau, c'est que c'est cohérent. Hyper cohérent, et vous pouvez éprouver. Vous pouvez faire tourner ces Samkhya comme une sorte de logiciel. Vous voyez, c'est un peu comme un logiciel de mesure du monde. Nous sommes équipés d'un logiciel de mesure du monde de toute façon. Mais je vous ai déjà montré que le nôtre, il est composite, il est franco-christiano, capitalisto, machin, et donc ça fait beaucoup d'éléments. Là, vous avez un système qui est bordé et qu'on aurait intérêt à placer plus bas que nos autres systèmes, plus à la racine, comme sur un ordinateur en quelque sorte. De façon à ce que... voilà, ça tourne comme ça. Et ça va forcément transformer complètement votre relation au monde, de voir les choses comme ça. Parce que Caroline ne sera plus jamais une conne. Non, c'est vrai. Vous allez entendre la vie de Caroline de façon... Vous allez enfin voir qu'en fait, elle est intelligente et qu'elle est en train de se poser des questions. Et qu'elle, non, elle n'est pas trop dans le mental. C'est n'importe quoi. Il se passe quelque chose, donc nous pouvons nous rejoindre avec Caroline, nous pouvons être ensemble, justement parce qu'il n'y a pas d'interprétation erronée. Donc pour en revenir à nos pour clore avec nos sutras, donc yoga et nirodha de Chittavritti, on va voir la semaine prochaine mieux ce que c'est. Donc en tout cas, le yoga est une pratique, on va dire, yoga est une pratique des Chittavritti. C'est-à-dire ces façons dont le monde agit en nous par les sens, etc. On verra ça la semaine prochaine. Ça fait une pratique, tout simplement. Et cette pratique, c'est ça. Se joindre à Dharma, qu'on appelle yoga, c'est pratiquer. Ça se résume à pratiquer nos Chittavritti. De toute façon, ces Chittavritti sont à l'œuvre. Mais la particularité de l'enseignement de yoga, c'est de se mettre à pratiquer nos Chittavritti au lieu de les ignorer. Très simple. En ce cas, s'établit le voyant dans sa vraie nature. La vraie nature du voyant, c'est voir. Autrement, c'est l'identification au vritti seulement, à ce qui bouge. Et donc là, vous avez une entente. Vous voyez, c'est simple en fait. Alors, il y a beaucoup, oui, c'est vrai. Bon, là, en ramenant les 25 tattvas, mais il faut. On ramène les 25 tattvas maintenant. Parce que sinon, on ne comprend pas ce que c'est chitta vraiment. Et la semaine prochaine, on aurait eu beaucoup de mal. Pour comprendre la suite, ce qui va nous intéresser au phénomène de connaissance et d'ignorance, en fait, va être nommé, le terme chittavritti, qui pour le moment est assez général, va être rétréci encore la semaine prochaine à connaître et ignorer. C'est-à-dire comme activité, nous ne considérerons plus en nous que la capacité de voir ou d'ignorer, qui, vous allez voir, c'est rigolo, fonctionne exactement de la même manière. Voir et ne pas voir, ça fonctionne pareil. C'est juste une question d'entraînement, en fait. Quand on est super bien entraîné à rien comprendre, on comprend rien. Et quand, et quand on est super bien entraîné à voir, on voit. Non, mais je vous assure que l'enseignement de yoga est redoutable. C'est redoutable, mais c'est très simple, c'est hyper simple, effectivement. Donc tout ça est une question d'entraînement, c'est-à-dire de pratique. De pratique, oui. Oui. Mais la pratique, c'est pas faire de la gym comme ci, comme ça. Quoique, ayant bien compris le fonctionnement de l'enseignement, placer une gymnastique intelligente au service, c'est très puissant et très intéressant. Voilà, mais d'abord de piger ce qui se passe.
Et paradoxalement, on ne pige jamais mieux que ce qui se passe en le pratiquant. Tu vois, comme quoi. En expérimentant. Oui. Oui. Et en l'occurrence, là, quand nous parlons, nous faisons appel à notre expérience. Notre expérience et ses interprétations, et nos interprétations. Donc nous chercherions là présentement à modifier les interprétations que nous avons à propos de notre propre fonctionnement, donc de notre expérience du monde. Et ça vaut pour le corps comme pour les sens, qui sont aussi le corps. Hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses, dans ce qu'on a placé là, il y a beaucoup de choses, notamment sur la notion de corps. Ouais. Il n'y a pas le corps et l'esprit. Mm. Il y a le corps. Le corps est forcément moi. L'essence, la matière, tout ça ensemble. C'est fin de quand même bien mesurer tout ce qui a été montré et de voir que ça a des implications, des conséquences et des modifications très importantes, mine de rien, sur notre représentation de nous et du monde, déjà aujourd'hui. Voilà. Bon, on arrive à digérer tout ça. Oui, mais alors il n'y a pas besoin de digérer, il y a besoin de pratiquer. C'est-à-dire moi, la meilleure pratique que je connaisse, c'est vous avez vos quatre sutras, vous avez votre feuille avec les 25 tattvas, il suffit de les ressortir, et broup, vous allez voir comment se remet en marche en vous quelque chose, et comment des images apparaissent. Et la pratique qui est à faire, c'est juste de regarder, même à la limite distraitement, vous sortez vos feuilles, juste par curiosité, pour voir ce qui apparaît. Le mieux, c'est vous pouvez même les réécrire sur votre calepin, vous voyez, vous refaites le dessin des 25 tattvas, vous prenez les 4 premiers sutras. Moi, j'ai vécu pendant des années comme ça, avec des trucs que j'avais bidouillés moi-même sur Word, et que je me trimballais en tant que pense-bête, puisque c'est des pense-bêtes. Vous voyez que quand vous faites un pense-bête, parce que vous avez besoin d'assimiler le contenu, même à l'école, hein, je parle de l'école, ce qu'il faut, c'est vivre avec votre pense-bête, et vous le ressortez dans le bus en allant au lycée. Juste comme ça, vous regardez, et broup, tout se met en marche. Et c'est vachement intéressant pour vous, soyez curieuse, parce que de ce qui est engrammé. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est engrammé en vous, mais vous sortez votre papier et apparaît sous vos yeux le contenu de vos entrailles, en fait. C'est un truc de dingue. Non, c'est vrai. Le contenu pensé va apparaître tout seul, quoi. Et donc, vous pouvez faire un auto-check, une auto-évaluation. On fait une note à la fin. Mais si vous voulez faire une auto-évaluation encore plus puissante, vous racontez à quelqu'un. C'est vrai. Tu chopes quelqu'un et tu lui fais « Attends, je te raconte l'enseignement de yoga Tu fais un pitch. » Nous, on faisait ça quand j'étais journaliste. J'ai eu une très bonne rédactrice en chef à mes débuts. Et elle nous avait expliqué que quand tu as un sujet, quand tu bosses sur un sujet, chope une copine et fais-lui un pitch. 10 secondes. Si elle n'a pas compris, c'est que ça ne va pas. C'est pas clair. C'est vrai. C'est que tu n'as pas compris toi-même. Non, c'est un excellent exercice. Et elle nous fait. faisait faire ça jusqu'à ce qu'on soit bon pour raconter en quelques mots le truc à quelqu'un. Et c'est vrai, c'est un super travail, quoi. Faut tester sur les élèves. Alors évitez les élèves. Non. Prenez
quelqu'un que vous n'allez pas trop saouler. Trop bien. Ok. Donc voilà, la semaine prochaine, la suite et ainsi de suite.